Bon, ravi d'être avec vous ce matin, en présentiel ou à distance. Effectivement, on a envie de dire grosse année pour vous, effectivement, avec tous les sujets. On va en reparler ensemble, on va essayer de faire le tour. C'est vrai qu'on aurait pu en mettre plus de 12, mais enfin, on s'est déjà dit 12 défis pour le CFO ou la CFO, c'est déjà pas mal. Et effectivement, on se rend compte qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Je pense que vous le voyez tous, hein, directement ou indirectement, on a un nombre de disruptions qui s'accumulent, qui se conjuguent, qui amplifient tout simplement les challenges pour les entreprises, pour le business et du coup forcément pour vos métiers. On a cette crise climatique mondiale. Alors au-delà de l'inconfort ou des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est en train de changer tout un tas de business models. Hein. Si demain, je sais pas, je suis dans l'agriculture ou dans le transport ou dans la construction, on voit bien qu'il y a tout un tas de taxes, de réglementations qui sont en train d'arriver. Donc ça va forcément impacter le business, les modèles économiques, la rentabilité, etc. Bon, l'inflation, je pense que vous êtes tous bien dedans sur les achats, les négos. On voit même certains business dans l'industrie qui sont quasiment remis quasiment en cause, hein, où on parlait dans le retail. Ils ont le transport, l'énergie, le chauffage, l'éclairage, et les matières premières qui sont en train d'exploser en même temps. Dans certains pays, c'est encore pire. Là, ils en sont vraiment aux difficultés économiques. Je ne sais pas si vous reconnaissez la photo, mais c'est le palais du président sri-lankais qui est en train de partir en courant en hélicoptère avec les gens qui courent derrière parce qu'ils ont voulu faire une transition durable un peu trop rapide, sans engrais. Une année où il y a eu beaucoup de réchauffement climatique et les gens sont en train de crever de faim. Donc voilà, quand on se plante, ça peut piquer très très fort. Et puis on voit bien toutes les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Enfin là, c'est plus des tensions, c'est un conflit entre Taïwan et la Chine, entre la Chine et les États-Unis. Tout ça, ça crée plein de sujets de résilience, de chaîne de production, d'approvisionnement, de coûts de transport et autres. Donc effectivement, loin d'être simple. Benjamin. Donc aujourd'hui, on est sur un système de crise permanente où on doit aller très vite, tout de suite, réagir aux phénomènes hyper rapidement. Donc toutes les semaines, on a de nouveaux défis à relever. Et ces défis qu'on n'avait pas du tout avant. Et donc aujourd'hui, nos métiers sont en changement constant. Voilà. Et tout ça en ayant en même temps des challenges long terme, hein, la transformation digitale, je sais pas, le e-commerce, la transformation durable. Donc c'est vrai que des fois on a un peu l'impression d'être schizophrène en se disant faut avancer les gros trucs de fond, mais en même temps tous les jours il y a une urgence qui nous est tombée dessus. Bilan, ça donne quoi pour le ou la CFO ? Donc aujourd'hui on a un peu décrit sur les 12 travaux d'Hercule, un peu tous les rôles aujourd'hui de la fonction finance, du CFO d'aujourd'hui. En gros, il a un milieu un peu 360, transverse. Il doit mesurer, il doit aller vite, il doit s'adapter, il doit analyser, donner les outils pour s'adapter, vulgariser pour que l'ensemble des personnes avec qui il travaille puissent comprendre tout ce qu'il a, donc toute la data, et après se préparer au sujet de demain, aux futures crises et aux événements qui peuvent arriver. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même il y a un peu de data, un peu de tech, un peu d'IA et un peu de SaaS qui vont vous aider à affronter tout ça. Et justement, on va refaire un peu le tour. Justement, cette data, on en parle beaucoup. Alors avant, on nous parlait de big data, puis d'IA. Maintenant, on nous parlait de Web3 d'ailleurs et de blockchain. Mais finalement, la data, on en fait quoi ? Aujourd'hui, donc, comme on a dit, tout va très rapidement. Aujourd'hui, une société peut monter très rapidement, type Google, Facebook, Tesla, et la chute peut être aussi rapide. Voilà. Aujourd'hui... Désolé. Donc effectivement, Amazon, là, c'est combien de baisse de la valorisation en un boursière ? an, Amazon a fait une perte de capitalisation de 1000 milliards en un an. Entre juillet de l'année dernière et cette année, 1000 milliards de capitalisation en moins, ce qui est énorme. C'est la première société qui chute autant. Donc la data, c'est un peu comme le pétrole, quoi. C'est bien, mais le prix, ça monte, ça descend. C'est ça. Et le but, c'est justement d'avoir les outils pour pouvoir contrôler et éviter ce genre de chute. Aujourd'hui, ces outils, ce sont tous les CRM, MDM, ERP, API, automatisation, AI, BI, tout ce qui est là pour vous aider en fait à préparer et à toutes les éventualités. Les outils pour analyser la data, la récupérer, l'automatiser, vous faire gagner du temps, aller plus vite pour tout ce qui est système bancaire, pour tout ce qui est analyse, report, slide. Tous ces outils sont faits pour vous.
Et c'est vrai que du coup, on se dit que bon, il y a un peu de boulot avec nos amis de l'IT, puisque tout ça, on a du legacy, on a certains outils qui n'étaient pas adaptés à faire, je sais pas, du e-commerce ou de l'omnicanal. Donc ça pose quand même un gros sujet entre le moment où on en a besoin et le moment où on peut le déployer et le coût que ça nécessite. Et puis finalement, cette data, il suffit pas d'en avoir, il va falloir aussi la transformer en info. C'est ça. Donc tout ça, c'est le schéma, comme vous pouvez le voir, de la chaîne de valeur de la fonction du CFO. Vous avez l'information, vous la collectez, vous essayez de vérifier, la contrôler pour vérifier qu'elle est bien quali, l'analyser et après l'utiliser, la vulgariser. Donc tout ça, tout le traitement de ces données, vous avez le schéma de tout ce que le CFO de base fait aujourd'hui. Et les évolutions de demain, ce sera toutes les automatisations, toute la validation en amont, toutes les reports, toutes les slides qui pourront vous sortir grâce à tous les outils SaaS. Voilà, un petit exemple, parce que je crois qu'il y avait quelques personnes du luxe aujourd'hui. Luxury Insight, par exemple, c'est un service parmi tant d'autres, parce que des fois, cette data, on la construit, enfin on construit les outils, des fois on va acheter les outils, on va acheter de la donnée externe. Eux, par exemple, une de leurs expertises, c'est de scanner tous les prix de tous les produits de luxe dans tous les magasins et tous les sites e-commerce dans le monde. Vous êtes CFO, vous voulez changer votre stratégie, vous voulez réagir face à la concurrence, vous voulez savoir combien de marge vous pouvez vous permettre de faire en termes d'élasticité des prix, je sais pas, au Japon ou en Chine. Cette donnée, elle va vous permettre de mieux piloter, tout simplement. Vous avez vos coûts et votre coût de transport d'un côté, du coup, vous avez aussi l'information sur qu'est-ce que fait la concurrence et on va permettre de s'ajuster. Dans la grande conso, ils ont la même chose sur les prix dans la grande distrie, par exemple. C'est du référencement financier. Là où il y avait du référencement sur le retail, aujourd'hui, on arrive à en faire aussi sur la partie finance. Exactement. Et puis, du coup, cette data, il va falloir la gouverner. Alors, désolé, le schéma fait un peu peur, mais à gauche, on va retrouver tous les métiers, dont le vôtre tout en haut à gauche. Et finalement, on a un process à mettre en place pour cette donnée, pour s'assurer que, effectivement, vous savez, c'est le garbage in, garbage out. Si je ne rentre pas la bonne donnée, si je vérifie pas ma donnée, ou si je la capte pas, si je la traite pas, si je la collecte pas, si je la sécurise pas, demain, je pourrais pas l'exploiter efficacement dans les logiciels métiers. J'en ai mis quelques-uns sur le côté droit. Alors, la difficulté, c'est que plus ça va et plus ces logiciels doivent être interconnectés, parce que je suis peut-être à la fonction finance, mais du coup, je vais devoir travailler avec la logistique, je vais devoir travailler avec le marketing. Et vous avez une vision 360. Donc, tout est connecté grâce à vous. Voilà. Donc, effectivement, ça paraît facile à dire. Maintenant, c'est tout ce que ça prend des années, c'est pas simple. Il faut faire évoluer les choses. Quand en plus on est à l'international avec, je sais pas, les taux de change, les coûts de transport, etc., c'est loin d'être évident. Du coup, le boulot, c'est quoi? C'est de mesurer plus vite? C'est d'aller plus vite, de pouvoir s'adapter plus rapidement et grâce à la transformation digitale, pouvoir répondre aux questions et à vos enjeux grâce aux outils que vous avez à disposition. Alors les outils c'est bien, mais il n'y a pas que les outils, Benjamin. Il y a aussi tous les nouveaux métiers qui peuvent arriver. Donc vous avez tout ce qui est data architect, data manager, data analyst BI, tout ça qui pourront vous aider, vous, à analyser vos données beaucoup plus rapidement. Ce sont des nouvelles compétences qui arrivent de plus en plus dans ce secteur-là. Donc effectivement, ça va poser la question demain, est-ce que je me reforme, est-ce que j'embauche, est-ce que je prends des externes pour m'accompagner, qu'est-ce qui est dans mon scope, qu'est-ce qui est dans le scope de la DSI, et est-ce qu'à un moment on ne travaille pas en tandem là-dessus? Je pense que personne n'a fini et personne n'a totalement la réponse, mais en tout cas ça pose trois choses. La bonne nouvelle, c'est que là encore, on a un de nos sponsors aujourd'hui qui est Pennyline. Voilà, on va avoir de plus en plus, un peu comme on a eu le Marketing Cloud ou le SIRH, finalement on va avoir un Finance Cloud qui va nous donner tout un tas d'outils de plus en plus complets pour pouvoir mieux suivre, traquer, compiler, analyser les données qui nous entourent et idéalement le plus rapidement possible, puisque c'est ce qu'on a mis dans le titre, finalement conduire en regardant que son rétroviseur. C'est important d'avoir un rétroviseur. Si on n'a qu'un rétroviseur et qu'on peut que regarder en arrière, des fois avec un mois de retard, ça va être compliqué de réagir face à ce monde qui est très complexe. Donc le data mining et le forecast vous permet d'analyser une grosse masse de données que vous avez grâce à des outils. Donc vous avez Power BI, SAP. Ces outils vous permettent d'analyser des outils en masse, de les sortir en format report et de vulgariser la donnée afin que vous la puissiez la communiquer à l'ensemble. Voilà, effectivement, je pense que c'est important de se rappeler qu'une donnée, si elle n'est pas vérifiée, si elle n'est pas analysée, c'est pas une info, quoi. On empile plein de données partout dans les boîtes. Elles sont d'ailleurs pas toujours bonnes ou pas toujours exactes. Si on la transforme pas, si voire on n'a pas les bons KPI à terme pour pouvoir piloter cette donnée, parce que si on avait accès à toutes les données en même temps pour les différents décideurs, je pense qu'ils seraient en train de mourir. Ou en tout cas, ça va prendre trop de temps pour pouvoir réagir. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver le bon degré, d'avoir les bons outils. On a Spendesk aujourd'hui, par exemple, juste sur l'optimisation, le contrôle
des dépenses. Note de frais, traitement des données CCB, un outil qui est hyper utilisé dans tout ce qui est start-up pour le nouveau milieu bancaire. Voilà, où on a Pigment qui fait du reforecasting, par exemple, quand en ce moment on doit constamment repenser son budget parce que ça n'arrête pas de bouger, pouvoir gagner du temps et pas passer 3 jours à mouliner ou à compiler la data, ça peut aider. Alors, je vais passer une petite vidéo. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! Ay!頑張れ! これだ！もっとトラッキング！もうシフティング！ I need more trees! More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at Woodpole. Everything you got on Woodpole right now. He really loves that thing. Voilà, donc là évidemment c'est Adobe qui faisait un petit clin d'œil sur ses dépenses marketing, mais on voit bien que dans tous les domaines finalement, si j'ai pas la bonne donnée, si j'ai pas le bon insight, je peux très vite prendre des décisions qui vont pas être bonnes. Et pour convaincre, il suffit pas d'avoir la donnée, il faut pouvoir la représenter. Donc aujourd'hui, on est sur la vulgarisation de la donnée. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de produire les reports, de produire les formats qui puissent être plus lisibles pour l'ensemble pour les outils de pilotage. En gros, vous donnez à vos dirigeants, aux CEO, les outils qui vous permettront de piloter demain. Pour tout ce qui est gestion de crise, pour tout ce qui est analyse, vous pourrez aller beaucoup plus vite grâce à ces formats qui pourront être beaucoup plus parlants à l'ensemble de vos interlocuteurs. Ouais, et ça peut être une alerte qui va se déclencher par email ou par SMS, ça peut être un tableau de bord, ça peut être ce qu'on appelle un data wall, et on l'a vu beaucoup pour le social media, mais je pense que pour 2-3, ce serait bien d'avoir les chiffres de la finance et des ventes pour partager avec le reste des salariés finalement où on en est. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même un peu une rupture culturelle entre les startups qui vont être très data-driven et qui vont partager de manière assez transparente les données avec leurs collaborateurs, et évidemment les sociétés cotées où c'est un poil plus compliqué et on ne peut pas faire n'importe quoi derrière, mais on voit qu'en tout cas on a plein d'outils qui permettent de simplifier cette lecture et de transformer ça en information. Et aujourd'hui, les outils d'aujourd'hui risquent de modifier le travail de demain grâce à l'automatisation. En gros, tous nos travaux qu'on fait au quotidien aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Les automatisations vont permettre de récupérer les informations beaucoup plus rapidement, la saisie beaucoup plus rapide, la data en grosse sera plus saisie à la mano et sera plus fait directement en import. Et tout ça permettront en fait de développer de nouveaux jobs. Ces jobs-là seront plus sur l'IT, sur la tech, grâce aux IA, grâce à tout ce qui est data mining, data récupération. Voilà. Et puis RPA aussi, donc les robotic process automation. Qui est plus la transformation digitale que Manu traite tous les jours. Et tous ces nouveaux métiers seront les métiers de demain, mais qui n'empêcheront pas une nouvelle formation de notre fonction à nous actuelle. Le sujet, c'est pas tellement de se dire est-ce que l'IA va remplacer notre job, c'est plutôt de se dire est-ce que quelqu'un avec l'IA va prendre mon job. Et donc c'est d'avoir les bons outils, de faire monter les gens en compétences dans ce qui nous entoure. Et c'est pas toujours, effectivement, on pense toujours en disant c'est les ouvriers qui vont se faire challenger par la data ou l'IA. Franchement, le plombier ou le coiffeur, aujourd'hui, c'est plutôt l'avocat ou le comptable de base qui n'a pas les bons outils, qui risque demain de voir une partie de ses tâches automatisées. D'ailleurs, je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous diriez si demain votre boss était un algorithme ? Bof, ouais, ça fait pas rêver. Hein. Bon, et pourtant, c'est la réalité déjà de millions de personnes. Aujourd'hui, quand vous bossez, quand vous êtes un chauffeur Uber ou Lyft, quand vous êtes un livreur Freshly ou Deliveroo, vous n'avez plus de manager, vous n'avez plus de RH. En fait, vous avez une application qui est un algorithme qui a été développé à l'autre bout du monde qui vous dit tu vas aller là, tu vas aller récupérer telle commande, tu vas aller la livrer là, et qui va contrôler si vous l'avez fait dans le temps, et qui va vous dire combien vous allez gagner. Et d'ailleurs, ça pose tous les problèmes du droit du travail. Demain, est-ce que vous êtes salarié, pas salarié, etc. Mais donc, ça peut être choquant, et je pense que ça nous fait pas vraiment rêver, mais en fait, il faut comprendre que demain, une partie des tâches
va être aussi managé dans certains jobs par de l'IA, par des algorithmes qui peuvent être financiers ou technologiques, mais en tout cas, ça va changer un tout petit peu les choses. Et donc, demain, cette IA, en fait, derrière un seul mot, intelligence artificielle, on a plein de technologies très différentes. Analyse du langage, analyse du texte, computer vision, reconnaissance de l'image. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, on va avoir des moulinettes, des algorithmes qui vont nous permettre de miner des gros volumes de données, transformer ces données en actions intelligentes, et donc on va pouvoir mieux prédire les ventes, la demande, les offres, le pricing. On va être assisté en fait par l'IA pour pouvoir mieux faire notre job. Et l'IA, c'est pas un nouveau sujet. En fait, quand Uber optimise son parcours pour vous trouver le chauffeur le plus proche, quand on a des chatbots un peu évolués, quand on a de la reconnaissance vocale, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Donc ces briques, elles sont en train d'être mises à notre disposition dans les logiciels de SaaS, via le cloud, via les GAFA, et de plus en plus, on va les retrouver dans nos logiciels. Donc ce prix, il va baisser parce qu'à partir du moment où je l'ai dans le cloud, le coût marginal de l'usage d'une brique techno, ça va se simplifier. Et par exemple, là, il y avait une news hier ou avant-hier chez Walmart. Ils ont automatisé toute une partie de leur négo. Ils ont 100 000 fournisseurs. Donc vous imaginez, c'est un peu compliqué. Et ben aujourd'hui, ils ont fait des tests et maintenant, ça y est, ils ont scalé les choses. En gros, ils ont un chatbot qui fait toute une partie des négos. Ils ont 68% des négos qui aboutissent en moins de 11 jours. Automatiquement, ils peuvent gérer 2000 négos en parallèle. Ils ont réussi à gratter 3% de marge et 35 jours de paiement en plus en moyenne. Et ils ont 68% des fournisseurs qui sont satisfaits parce qu'en fait, cette négo, comme elle peut s'étaler sur plusieurs jours, ils ont le temps d'aller chercher les infos, etc. Là où quand on est un peu au meeting où ils nous tabassent avec les acheteurs, des fois, en fait, c'est pas qu'on veut pas, mais on n'a pas toujours les informations nécessaires pour pouvoir répondre. Donc là encore, ça va pas remplacer 100% des négos. Une partie reste faite pour les plus grosses en humain, mais on va automatiser celles finalement qui ont le moins de complexité ou le moins d'intérêt pour l'entreprise. Alors évidemment, cette data, il faut qu'elle soit correcte, et le risque, c'est d'avoir des biais. C'est que si on a des mauvaises data ou si on a un algo qui est un peu tordu, on risque de prendre des mauvaises décisions. Ça a été le cas aux Pays-Bas où il y a eu un gros problème avec les aides. On a voulu réduire les fraudes, mais en fait, il y avait un certain nombre de critères qui n'étaient pas bons. On l'a vu avec Facebook qui s'est mis à licencier des gens avec un algorithme. Alors on pourrait se dire au moins c'est pas fait à la tête de la personne, mais enfin je suis pas sûr qu'on soit encore complètement prêt pour ça, et le droit du travail en France certainement pas. On a eu le problème des paiements des soldes des militaires avec un logiciel qui était planté. On voit gros pouvoir, grosse responsabilité quand on parle d'outils et de paiement, et on voit même Amazon qui avait une IA sexiste. Elle avait fait du machine learning sur les recrutements précédents, et comme avant, ils avaient tendance à recruter plutôt des hommes au niveau ingé, du coup l'IA elle a continué de recruter des hommes plutôt ingé, et effectivement elle a plutôt amplifié les biais de l'entreprise avant. Donc là aussi l'IA, elle est aussi intelligente que nous, plus vite et plus rapide sur des gros volumes, mais elle est aussi bête, raciste et sexiste que nous. Donc aujourd'hui, lancer une société est beaucoup plus rapide qu'avant. L'évolution entre les années 2000 et aujourd'hui a été drastiquement réduite. Il fallait presque 5 millions pour ouvrir une start-up, alors qu'aujourd'hui on est plus sur du 500 €. Cette réduction de coûts vient surtout des faits que les outils permettent d'optimiser votre gestion de coûts. Et les outils du cloud permettent aussi d'avoir beaucoup moins de dépenses au quotidien sur tout ce qui est abonnement. Ouais, donc tout ce qui est SaaS, finalement, avant on aurait dû acheter son serveur, sa licence, etc. Bon, après, ça pose quand même le problème des cartes bleues. Voilà, donc la gestion des cartes bleues en interne et des notes de frais, on connaît, c'est toujours un peu painful. Et toutes les solutions type Plénéo, Spendesk nous permettent en fait maintenant en interne de gérer tout ce qui est solutions bancaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les startups peuvent utiliser beaucoup ce que les grosses sociétés d'avant utilisaient à moindre frais. Et donc le développement justement de ces structures-là permettent de contrôler en fait l'intégralité des solutions. Voilà, pour terminer, on voit qu'il y a un tsunami de lois et de réglementations. On a eu le RGPD, mais maintenant on a le reporting extra-financier, les ESG, la compliance, etc. Donc c'est loin d'être simple. Mais bon, je vais aller rapidement là-dessus. La sécurisation, on voit bien que, évidemment, on a toujours peur du rançon logiciel, du hacking, de la fuite de données. La réalité, c'est que souvent, ça vient de l'humain, en fait.
c'est un ex-salarié, on n'a pas changé les mots de passe, quelqu'un qui est parti avec des données auxquelles il n'aurait pas eu accès. On connaît la fraude au chèque ou au président. Aujourd'hui, ça va jusqu'à des deepfakes qui reproduisent la voix de votre président pour passer des appels, pour essayer de manipuler les gens. Et on voit même des manipulations de cours en bourse. À partir du moment où on peut créer des fausses vidéos de dirigeants ou d'ailleurs des faux comptes Twitter, il y en a eu là les derniers jours avec le problème de certification. C'est le laboratoire Lilly qui s'est quand même fait une chute en bourse de plusieurs milliards, puisqu'un faux compte Twitter a dit qu'ils allaient passer l'insuline gratuitement sur Internet. Donc on voit bien que demain, ce sujet cybersécurité, il va au-delà du hacking, il va vraiment sur cette sensibilisation des collaborateurs. C'est mieux se préparer. Vous avez tous entendu parler effectivement de la blockchain, du métaverse, des NFT, de la DeFi, de la crypto-monnaie. Donc on voit qu'il y a certains pays comme le Salvador qui ont passé le Bitcoin comme monnaie légale. On voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'accepter certains jours et puis plus d'autres les crypto-monnaies. On voit qu'il y a un certain nombre de solutions pour pouvoir demain avoir des terminaux de paiement qui acceptent ces crypto-monnaies, quitte à les transformer en fiat. Ça pose plein de questions comptables, comment je mets ça dans mes écritures, etc. Et en même temps, on voit que là, on a eu le crypto winter et le crypto crash. On voit qu'il y a un impact environnemental des crypto-monnaies. Et je pense que vous avez tous vu, désolé, je l'avais rajouté, mais il a sauté, FTX qui vient de perdre 32 milliards, donc la marketplace pour échanger ses cryptos, avec pas mal de choses derrière, où finalement on a un peu perdu les basiques, même si on est dans le Web3 et la décentralisation, on se rend compte qu'à un moment, quand on fait n'importe quoi avec les dépôts pour faire de l'investissement, c'est pas parce que c'est dans le Web3 que les choses changent. Deux derniers défis pour terminer, mieux innover. On voit qu'il y a aussi un sujet sur le venture capitalisme. Donc là, c'est comment je vais, le corporate venture, comment je vais aller investir des fois avec ma société sur des relais de croissance en prenant des gros risques, donc sur des sommes plus ou moins élevées. Et puis l'investissement à impact, on se dit demain, il n'y a pas que la rentabilité. Il peut y avoir aussi d'autres critères dans les choix d'investissement de certaines sociétés. Je terminerai avec quelques réflexions qu'on a vues au Web Summit, qui était le gros salon des startups, 73 000 personnes à Lisbonne il y a 8 jours. JP Morgan, en gros, ils nous ont dit killez vos hobbies, donc arrêtez vos conneries avec le métaverse, les NFT, etc. Rentabilité, rentabilité, rentabilité. Alors, attention quand même à investir pour la suite, mais c'est vrai que des fois, il faut faire des choix. Tim Draper, qui est un des VC les plus connus, les plus vieux de la Silicon Valley, il nous a dit on vient de redécouvrir le mot profitabilité. Donc là aussi, il nous dit vaut mieux des missionnaires que des mercenaires, et c'est bien de lever des fonds, c'est mieux d'être rentable et aller chercher des clients. On voit que tout le monde est un peu en train d'optimiser, que ce soit les grands groupes ou les startups, malheureusement, avec des licenciements. Et là, on voit que les chiffres sont en train de s'additionner très très fort pour essayer de réduire un tout petit peu les coûts, et on voit que c'est vraiment transverse sur tous les secteurs. Et puis Cathy Wood, qui est un des plus gros fonds d'investissement Ark Invest, nous dit malgré la descente des cryptos, nous on croit toujours dans la disruption et l'innovation, ça va prendre juste quelques années de plus. Et Andrew McAfee qui nous dit les geeks pilotent le monde, et il nous dit demain vous allez vous retrouver face à des gens de la tech pour qui il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'habitude, et qui ont envie de hacker les business models. Donc à nous d'être plus rapides qu'eux pour maîtriser la tech, avant que la tech maîtrise la comptabilité et la finance. Pour conclure, bonne chance pour vos 12 travaux. Voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui la fonction CFO va de plus en plus se rapprocher de la fonction de CEO, vu que vous avez la vision transverse à 360. Vous avez l'intégralité des informations, la prise de décision sera beaucoup plus simple pour vous, et aujourd'hui, votre évolution se tend vers la direction. Ouais, on l'a vu chez Accor Hotel, par exemple. Merci beaucoup. Merci.